Au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient d'avoir les résultats la veille du progrès que Donald Trump fait au niveau du Parti républicain au New Hampshire. Et là, de plus en plus, à mon avis, là, les gens en 2024 vont nous appeler et vont demander c'est quoi l'impact de l'élection américaine. Parce que si on regarde le mandat précédent de Donald Trump, on avait plusieurs investisseurs qui, eux, commençaient à être en dehors de leur zone de confort et étaient inquiets par rapport aux décisions de la Maison-Blanche. Ça va être quoi les ramifications que ça peut avoir envers la bourse? Puis je pense qu'on va vivre un peu cette même situation-là. Puis l'idée, c'est pas de parler de la politique des républicains ou des démocrates, mais c'est juste de regarder les faits, le constat. C'est quoi l'impact qu'une élection américaine ou qu'un président peut avoir, puisque ça devrait faire partie de notre théorie d'investissement. Puis, juste mettre les choses en perspective, parce que c'est un peu du déjà-vu, parce qu'en 2016, lors de l'élection de Trump, durant la campagne, quand c'était Trump contre Hillary Clinton, la thèse était que Hillary, avant les élections, ça allait être bon pour le marché, puis Trump, ça allait être mauvais pour le marché. Puis je me rappelle, la nuit de l'élection, lorsque Trump a remporté, le Dow Jones perdait plus de 700 points. Donc, ça confirmait la thèse qu'une élection de Trump, ça allait amener de l'incertitude, puis ça allait être mauvais sur les marchés. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, on a vu un fort rebond contre toute attente parce que finalement, la vision du laisser-faire de Trump au niveau commercial allait être avantageux. Donc déjà, je veux dire, il y a une nuance à faire par rapport à anticiper un mouvement de marché par rapport à une élection, puisque la dernière fois, ça a été complètement l'inverse. Ce qui inquiète plus les investisseurs actuellement, c'est que la Maison-Blanche a le plus de pouvoir au niveau de sa politique internationale. Et à l'époque, il y avait des tensions géopolitiques, mais surtout au niveau commercial. Par exemple, lorsque la renégociation du traité nord-américain, c'est la même chose avec les tarifs qui avaient été imposés au niveau du commerce entre les États-Unis et la Chine. Tandis qu'aujourd'hui, on a des tensions géopolitiques beaucoup plus aiguës. On pense à l'Ukraine, on pense à Taïwan, on pense à ce qui se passe en Israël, puis on pourrait en parler davantage d'autres facteurs. Donc, ça inquiète davantage les investisseurs, puis ça ramène plusieurs investisseurs de dire, écoute, si Trump revient au pouvoir, le marché pourrait corriger. Puis, souvent, quand on regarde l'économie, les présidents ont l'habitude de s'approprier le succès d'une croissance économique, que ce soit Obama, que ce soit Bush, que ça a été Reagan, que ça a été Biden, que ce soit Trump, quand il y a des données économiques positives, que le taux de chômage baisse, souvent lors des discours à la nation, les présidents des États-Unis, ben, ils s'approprient ce succès-là. Puis aussi, les investisseurs spécifient, puis surtout les médias vont dire, bien, ce président-là, c'est quoi son impact qu'il y a sur l'économie. Donc, depuis longtemps, les investisseurs ont l'habitude de dire, bien, le président, il a une influence sur la direction de l'économie, puis la direction de l'économie va influencer la direction des marchés. Mais est-ce que c'est vrai? L'erreur fondamentale d'attribution, c'est un biais cognitif qu'on a, puis ça peut s'appliquer de plein de manières, mais en général, là, si je le simplifie, c'est quand on pense que le comportement des autres, des gens ou d'une économie, c'est attribuable à la personnalité, à leur propre personnalité. Donc, si une personne agit de telle manière, c'est à cause que cette personne-là est de telle manière. Puis, en fait, quand on regarde, des fois, c'est situationnel. Donc, je reviens avec mon idée de l'économie. Des fois, on va voir la philosophie d'un président, son économique, sa manière d'intervenir dans le secteur privé, puis on va regarder l'économie, puis on va faire vraiment 1 + 1 = 2. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a nécessairement causation. Et ici, c'est des fois qu'il y a des facteurs situationnels autres qui ont beaucoup plus d'influence. Donc ça, on essaie de pousser la réflexion. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 3 branches au niveau du pouvoir. Il y a le judiciaire, il y a le législatif avec le Congrès et le Sénat, puis finalement, il y a la Maison-Blanche. Et à quel degré que la Maison-Blanche a un contrôle sur l'économie locale? Quand on regarde qu'est-ce qui fait bouger l'aiguille du radar, sur le radar pour une économie, bien, c'est multiples facteurs. Et là, la question, c'est de dire, est-ce qu'une administration de la Maison-Blanche a vraiment une influence? Je ne dis pas nulle, mais dominante sur plusieurs facteurs. Donc, on regarde, par exemple, lorsque Bill Clinton a été au pouvoir, il y a eu une belle croissance économique combinée avec des gains de productivité, mais ça a été conjugué avec l'adoption de l'Internet.
Donc, les avancées technologiques ont un impact immense sur une économie. Mais est-ce qu'un président a vraiment un pouvoir là-dessus? Puis certains vont dire, ben oui, il y a quand même un pouvoir. Je donne un exemple, Bill Clinton, quand on a étudié le génome humain, ça a été une initiative qui a été influencée par le gouvernement. Mais à la base, il fallait avoir des sociétés dans les sciences de la santé qui ont la capacité en recherche et développement d'effectuer cette étude-là du génome. C'est la même chose lorsqu'il y a eu le COVID, le gouvernement est intervenu, mais les sociétés pharmaceutiques, depuis des années, travaillent sur des technologies comme les vaccins ARN messagers, puis c'est eux qui ont la capacité de production, puis la capacité justement de faire la distribution. L'administration peut offrir un support, mais à la base, la majorité des avancées en recherche et développement sont faites au niveau du secteur privé. L'année dernière, puis cette année, on voit les conséquences de la hausse du taux directeur, que ce soit aux États-Unis, mais aussi au Canada. Puis ça, évidemment, ça a une influence sur l'économie. Mais il faut rappeler que les banques centrales agissent de manière indépendante. C'est la même chose lorsque le Trésor américain décide de réviser de la réglementation. Par exemple, suite à la crise financière, elle a resserré les restrictions. Bien, les banques ont changé des comportements qui ont eu un impact sur l'économie. Puis ça, même si la Maison-Blanche n'est pas d'accord, doit vivre avec ces décisions-là. C'est aussi ce qui va changer la direction d'une économie. Puis ce qui est très difficile à prédire, c'est les événements peu probables à fort impact. Et lorsqu'elles arrivent, les crises et les chocs externes, que ce soit le 11 septembre, que ce soit justement des conflits militaires comme ce qu'il y a en Ukraine, que ce soit la pandémie et autres, bien, ça change la direction d'une économie. Et ce n'est pas un président qui a un pouvoir sur ces chocs-là peu probables. Un autre facteur que j'ai pensé mentionner, c'était l'intégration des femmes dans le marché du travail. Les années 80, on a eu une excellente croissance économique, puis à l'époque, souvent on attribue à Reagan sa philosophie de laisser-faire commercial faisant partie du succès. Puis ici, je ne dis pas que ça ne l'a pas aidé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un gros facteur énorme qu'on parle peu, c'est qu'en 1948, c'est à peu près une femme sur trois qui était sur le marché du travail. Jusqu'au début des années 2000, maintenant, c'était le 3/4 des femmes qui sont sur le marché du travail. Donc, quand tu as 50% de la population qui sont des femmes, puis la majorité d'entre elles, maintenant, intègrent le marché du travail, c'est sûr que ça a un impact de diverses formes, mais entre autres, sur une croissance économique. Donc, c'est réducteur de donner le succès d'une croissance d'une période économique juste parce qu'un président a un mandat de 4 ans, puis a influencé des facteurs. Puis, il ne faut pas oublier que, oui, le gouvernement américain a un contrôle sur la Maison-Blanche, a une intention d'influencer la politique fiscale, mais il faut se rappeler deux choses. Le Congrès est là, puis il y a les comités budgétaires, et par exemple, lorsque Obama avait des intentions d'investir massivement dans les infrastructures, il a voulu révolutionner Medicare, Medicaid, bien, il y a eu quand même des frictions dans la capacité d'exécution de cette vision-là avec une autre branche du gouvernement. Puis c'est la même chose, c'est que le PIB, bien, on se rappelle la petite formule, c'est la combinaison de plusieurs secteurs, que ce soit l'investissement, la consommation et les dépenses du gouvernement, c'est environ 1/5 d'une économie. Donc ici, ce n'est pas de dire que les présidents américains n'ont aucun pouvoir. Si on va sur le site de la Maison-Blanche, Biden, il y a un agenda économique, puis il a travaillé fort pour faire adopter des projets de loi dans les dernières années, totalisant une enveloppe de 400 milliards pour décarboner l'économie, ramener de la fabrication ici, aux États-Unis. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun pouvoir. Mais si un investisseur a l'intention de décider d'investir en bourse parce qu'il pense que le président américain a l'influence sur un indice boursier sur une période de 12 mois ou sur une période de 4 mois, c'est une erreur de le faire parce que les études démontrent que le président américain n'a pas autant d'influence sur les marchés boursiers. Je vous remercie.